Donc, bonjour à tous, je suis Raphaël Walter, je suis architecte innovation chez SAP et dans le webinaire qui va suivre, donc, je vais vous présenter la plateforme SAP HANA et je vais vous expliquer en fait ce qu'il est possible de faire avec cette plateforme et vous apporter une meilleure compréhension de ce qu'on est capable de faire. D'autre part, donc, cette présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie par une session de questions-réponses qui durera le temps qu'il est nécessaire suivant vos questions. Donc tout d'abord, pour commencer, comme vous le savez, on constate que de plus en plus, la donnée est considérée comme le voile or noir de l'économie numérique. On stocke de plus en plus d'informations, que ce soit donc des informations qui proviennent des réseaux sociaux ou qu'on va stocker dans le cloud. On constate qu'on stocke aussi beaucoup d'informations, entre autres en termes d'IoT. On a aussi donc des systèmes hérités, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une historisation de nos données et on va avoir en plus des données opérationnelles et on constate une tendance à stocker de plus en plus d'informations, les coûts de stockage se réduisant aussi sur cette partie-là. D'autre part, on constate aussi des nouveaux besoins en termes de temps réel, de flux de données, de performance. C'est-à-dire qu'on veut, là où auparavant des utilisateurs pouvaient attendre quelques minutes pour avoir un rapport, il est vrai que maintenant on constate que les utilisateurs veulent ou attendent un résultat en quelques secondes. On a aussi des applications en termes d'intelligence artificielle. Alors, d'un point de vue personnel, on la voit arriver de plus en plus, ne serait-ce que quand on prend des photos avec la reconnaissance des visages, etc. Mais dans les applications, hein, c'est-à-dire dans la partie analytique, on peut avoir de plus en plus aussi de parties d'intelligence artificielle, de machine learning, ne serait-ce que par exemple détecter des fraudes, par exemple sur des sites, être capable sur les éléments bancaires, détecter aussi éventuellement de la maintenance prédictive. On peut aussi imaginer donc par exemple une solution qui nous permettrait donc de détecter des événements de type par exemple sur la délinquance. D'autre part, on a de plus en plus de sources de données et on est obligé donc pour faire des analytiques pertinentes donc de s'y connecter. Donc on a des sources de données de type IoT avec des flux streaming d'informations d'objets connectés, mais aussi des vidéos éventuellement qu'il faut traiter. On est aussi capable donc de récupérer des données non structurées, des champs texte provenant des réseaux sociaux, mais aussi on est capable de faire des analyses géospatiales pour ensuite restituer en fait sur des cartographies des informations analytiques. Donc en fait, ce qui est la véritable problématique et qu'on constate, c'est que les gens, ou en tout cas dans les sociétés, dans les entreprises, les gens ont siloté en fait les données. Chaque département a un petit peu travaillé dans son coin et a créé des silos de données, à la fois applicatifs, mais aussi en termes de données brutes. Et donc, ça amène aussi une complexité. Donc là, on voit par exemple chacun de ces systèmes une complexité qui va freiner l'agilité des entreprises et donc l'innovation, puisqu'en fait, ça sous-entend qu'une fois que toutes ces données sont silotées, elles vont aussi avoir leur propre vie. Et donc, pour les faire échanger, il faut donc ensuite mettre, on va dire, des tunnels d'échange pour charger les données, les stocker, les traiter, les faire passer d'un système à l'autre. Ça veut dire qu'elles vont être copiées éventuellement. Donc, il y a une redondance des données avec donc possibilité donc de données erronées qui seront copiées d'un système vers l'autre et éventuellement corrigées dans l'un mais pas dans l'autre. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et ces silos applicatifs, mais aussi de données, apportent une vue, on va dire, partielle sur l'activité. Il est extrêmement difficile aussi d'avoir une visibilité en temps réel, puisqu'en fait, ça va être avec des batchs qu'on va être capable de charger les données d'un système vers l'autre. Et donc, cette rigidité, cette complexité de la donnée fait qu'il est extrêmement difficile donc de rendre cette donnée, on va dire, intelligente, d'être capable d'en extraire une information pertinente qui va apporter une véritable valeur. Donc l'idée, c'est d'avoir un socle unifié de la gestion des données. D'accord? Donc plutôt qu'avoir tous ces silos, si la donnée ne peut être présente qu'une seule fois, et ensuite restituée dans chacune des applicatifs par domaine, par département, à ce moment-là, du coup, ça nous permettra donc de, en quelque sorte, libérer déjà l'IT par rapport à cette complexité de l'environnement, de l'architecture. Mais aussi, donc, comme les données sont unifiées et qu'il y a un seul exemplaire, on va être capable de faire des reporting beaucoup plus complets. On sera
capable aussi de réagir en temps réel, et ça on le comprendra, c'est vraiment lié à l'architecture de la plateforme que je vais vous présenter. Et donc, toute cette agilité, entre guillemets, va nous permettre d'apporter de l'innovation dans nos systèmes. Donc là, si je combine en fait tout l'ensemble de ces données et que je n'ai plus donc plusieurs applications, plusieurs silos d'applications, mais véritablement une seule plateforme de données pour l'ensemble de mes applications, donc à partir de là, on sera capable de fournir des solutions d'analyse et d'analytics beaucoup plus pertinentes avec des performances meilleures. Donc c'est là en fait, on considère qu'on avait une approche traditionnelle et une nouvelle approche qui est possible. Et cette nouvelle approche a été appelée donc en français le traitement hybride transactionnel et analytique. Donc auparavant, comme on le voit ici, on avait différents silos, donc avec une duplication des données dans la partie basse à gauche, avec éventuellement des données business, des fichiers, des flux d'objets connectés, des données qui peuvent être de localisation, éventuellement des données de réseaux sociaux et web, qu'on va ensuite traiter donc suivant nos besoins analytiques, avec machine learning, analyse de texte, géospatial, traitement transactionnel, on va dire traditionnel avec des agrégations. Mais cette analyse est souvent faite après les faits. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand il y a le chargement qui va être opéré dans notre entrepôt de données, et donc ça veut dire que l'action ou la décision qui va être prise à partir de ces informations aura un retard par rapport à la réalité. Il y aura une latence, et d'autre part, avec ces silos, il y a une possibilité d'avoir aussi une vue fragmentée des données incomplètes. C'est-à-dire que je vais avoir une restitution qui ne sera pas complète, où il va me manquer des informations qu'il faudra récupérer, où il y aura des problèmes de qualité de données. Donc, encore une fois, si on est sur une application, donc, ou sur plusieurs applications qui vont être dans une plateforme qui va centraliser l'information, donc nos flux vont tous converger sur cette plateforme, mais ensuite on va être capable de restituer directement depuis la plateforme sur l'ensemble des données avec, et on va le voir dans la partie suivante, des moteurs pour une analyse spatiale de type graph, streaming, time series, du transactionnel, des analyses de texte, si on veut stocker aussi des données. Donc c'est pour ça qu'on parle véritablement d'un traitement hybride, donc à la fois la partie transactionnelle, c'est-à-dire qu'on va stocker les informations transactionnelles, mais aussi la partie analytique, c'est-à-dire que cette plateforme va nous permettre, une fois que les données sont stockées, aussi de restituer, de faire des analyses, de mettre en place des analytics pertinentes qui vont nous permettre d'extraire une information de notre donnée. Donc, qu'est-ce que c'est que SAP HANA? SAP HANA, donc au tout début, c'était une simple base de données. Enfin, quand je dis simple, elle avait quand même des particularités. C'était que c'était une plateforme, enfin, en tout cas une base de données en mémoire. C'est-à-dire que toutes les données sont chargées en mémoire. Il n'y avait donc plus besoin donc, de faire des agrégats, plus besoin de créer des index. Et les données étaient donc disponibles directement en mémoire. Et comme vous le savez, en fait, c'est là en fait, où il y a un véritable gain de performance. C'est-à-dire que les données étant en mémoire, quand on fait des analyses, eh ben, des agrégations, en fait, les calculs sont faits extrêmement rapidement. Donc on a une analyse qui est possible en temps réel sur les transactions. Il n'y a pas de duplication des données. Bien entendu, donc, cette plateforme permet en fait une sécurisation des données, et s'il y a un problème, les données sont bien sûr stockées sur disque et elles sont remontées en mémoire si besoin est. On a aussi des process donc, de load balancing, mais de disaster recovery, de haute disponibilité. Donc en fait, elles respectent tous les critères d'une base de données, on va dire relationnelle traditionnelle, donc les composants acides. Mais elle permet donc en plus de faire des analyses avancées de manière intégrée. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une série de moteurs qui vont nous permettre de faire des analyses beaucoup plus poussées. D'autre part, on va pouvoir donc éventuellement, donc, comme les données sont chargées en mémoire, ça veut dire qu'elle a quand même un coût, cette plateforme. Mais on va être capable quand même aussi de s'appuyer sur des sources de données qui sont éventuellement donc, déportées. Donc soit on charge les données dans HANA, soit on va déporter les données. Elles vont être virtuellement dans HANA, mais elles pointeront sur des données qui sont dans des systèmes sous-jacents. Je vais en dire un mot dans quelques instants. On a aussi donc la capacité de gérer dynamiquement le stockage des données en mémoire. C'est-à-dire qu'on va dire, je veux que mes données les plus chaudes soient en mémoire, donc celles de l'année précédente, des 3 dernières années par exemple, et celles de l'année courante. On va les stocker effectivement en mémoire. Et puis des données, on va dire, plus tièdes, éventuellement on sera capable de les stocker sur un système disque. Et éventuellement des données encore plus froides, on pourra les positionner sur un autre système.
Et d'autre part, cette plateforme, pourquoi est-ce que c'est une plateforme? En plus de ces moteurs, en plus de toute cette partie base de données, et en plus de cette partie intégration de données, qualité de données qu'il est possible, vous allez aussi pouvoir développer directement depuis la plateforme des applications. Donc, en termes de bénéfices, on va avoir des opérations performantes, d'accord? La capacité de créer les applications directement depuis la plateforme, avec non pas des mouvements de données, toutes les données vont être éventuellement disponibles sur SAP HANA, ça dépendra de l'architecture que vous allez mettre en place. Et donc, on est capable d'accéder aux données, de les intégrer, de garantir leur qualité, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire des flux de qualité de données, retirer des doublons, on va être aussi capable de réduire les coûts par donc en fait cette centralisation de l'information. Donc ici, on est sur la plateforme SAP HANA avec donc les différentes couches qui vont être dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec la partie gestion de la base de données, intégration qualité de données, traitement avancé analytique et les développements d'applications. Donc si on regarde la partie gestion de la base de données, comme on va avoir un stockage en colonne et un stockage en ligne qui est possible, donc à la fois pour des parties, donc analyse, comme j'ai dit, le traitement hybride OLTP ou OLAP, mais aussi donc des innovations, on va dire plutôt hardware de type multicœur et parallélisation. Du fait que les données sont stockées en colonne, donc on va avoir une capacité de compression, donc avancée, naturelle. On a aussi la capacité d'avoir du multi-tenant, donc avec une base de données qui va être à la fois partagée pour répondre un petit peu à la partie silotée que j'avais évoquée tout à l'heure. Mais là, on a vraiment, encore une fois, toutes les données qui vont être disponibles dans la plateforme. Je vais parler du stockage multitiers dans un instant, mais donc c'est encore une fois la partie un petit peu température des données que j'ai évoquées dans la slide précédente. On va être aussi capable et en mesure donc de créer des modèles de nos données à partir donc des différents éléments et des différentes sources de données. On va ensuite charger ces tables dans la plateforme HANA et ensuite modéliser. On a aussi donc la capacité donc d'administrer de manière sécurisée. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on a aussi une partie haute disponibilité et la capacité de faire de la récupération après sinistre. J'ai parlé donc de l'intégration et des qualités de données. Donc on va pouvoir donc charger les données éventuellement avec des flux de données pour venir les récupérer des différentes sources pour les copier ensuite dans HANA et faire de la qualité de données. Donc il y a une partie ETL, réplication, mais aussi une partie qualité de données pour enrichir donc, les informations. On a aussi la capacité donc, de l'intégrer avec des mégadonnées et un lac de données de type Hadoop. Et comme je le disais dans la première slide, on a aussi cette capacité de créer une table virtuelle, c'est-à-dire avec éventuellement des données qui seront présentes dans notre plateforme en mémoire, mais aussi des données qui peuvent être sur des systèmes à distance. Et donc on a une virtualisation qui est possible. J'ai parlé des traitements avancés analytiques. Donc là, c'est les différents moteurs que j'ai évoqués. Donc la partie spatiale, un moteur de graphe. Donc le moteur de graphe, c'est un moteur qui nous permet donc de modéliser en fait les relations entre des éléments. Donc par exemple, dans le cas des utilities ou des personnes, des relations au sein d'une entreprise, manager des relations familiales ou en tout cas des relations de type réseau social. On est aussi capable donc de faire du prédictif et mettre en place de la maintenance prédictive. Il faut savoir qu'il y a eu un partenariat qui a été fait entre SAP et Google. Donc il y a une intégration avec du Google TensorFlow. On a aussi la capacité d'exécuter des fonctions prédictives de type R avec un serveur R, donc pour exécuter du machine learning et ensuite être capable d'exécuter du prédictif sur nos données. Une partie recherche des informations, une partie analyse de texte avec éventuellement ce qui va nous permettre de structurer des données non structurées et donc à partir de ces informations de texte d'extraire aussi des sentiments. Donc si imaginez vous avez des commentaires qui sont disponibles en champ libre dans un système, on va pouvoir donc ensuite les restituer. Ensuite, on a la capacité d'intégrer donc des flux IoT ou des flux d'objets connectés. On peut faire aussi des analyses de type série, donc des analyses dans le temps ou avec une granularité fine en termes de heures, secondes, millisecondes, etc. Et il est aussi disponible dans la plateforme SAP HANA des fonctions qu'on va appeler business. D'autre part, j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez aussi développer directement depuis la plateforme HANA des applications. Donc il faut savoir que sur cette plateforme, il y a un web server qui est disponible. Vous pouvez développer vos applications en JavaScript, intégrer aussi la partie Fury UX. Donc c'est l'ergonomie proposée par SAP pour les applications SAP.
Vous pouvez aussi modéliser graphiquement des informations, mais j'en parle, des données. Et vous pouvez aussi gérer le cycle de vie de vos applications, de la même manière qu'on va pouvoir gérer le cycle de vie de nos données. Donc cette plateforme est vraiment un tout en un. Elle vous permet donc de gérer en mémoire vos données, mais pas seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une partie base de données, mais il y a vraiment une partie intégration qualité de données, traitement avancé avec ces moteurs et développement d'applications pour ensuite restituer donc soit sur des données SAP ou des données qui pourraient provenir d'applications tierces pour tous les supports, donc c'est-à-dire on va être capable de restituer dans toutes les parties analytics, mais aussi dans des applications qu'on pourrait développer. J'ai parlé donc des différents moteurs. Donc, comme on le voit ici, à partir des données structurées, à partir du moteur d'analyse de texte sémantique, on va être capable donc, de structurer ces données non structurées. On a aussi donc un partenariat qui a été fait avec Esri qui nous permet donc de positionner ANA comme une base de données géographique. Et donc, on a aussi des applications, des fonctions qui sont disponibles, des fonctions spatiales pour éventuellement donc définir des polygones, demander si un point est dans ce polygone, etc. Donc un tas de fonctions spatiales. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi la capacité donc de modéliser les données sous forme de graphes et donc d'analyser les relations sur les données à la volée. Dire en fait, je veux voir donc les gens qui ont une relation de profondeur 4 au sein de la société ou je ne sais. Vous pouvez donc modéliser aussi des objets avec des moteurs de graphes. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est une approche complètement différente des bases de données de type relationnel. Vous avez aussi une analyse possible avec donc le texte, donc l'analyse de sentiments, la recherche que j'ai citée tout à l'heure, la partie prédictive pour prendre des décisions donc proactives et intelligentes sur vos données, la partie machine learning pour créer donc des modèles donc avec le machine learning. J'ai parlé donc de TensorFlow, de R tout à l'heure. Vous allez donc pouvoir créer ces modèles et ensuite les rendre, les procéduriser en quelque sorte, créer des procédures que vous allez ensuite implémenter et planifier sur votre plateforme. Intégrer donc des flux de données. Donc on verra, et là ça va être tout l'intérêt, donc soit je vais utiliser ce flux de données simplement pour restituer dans un tableau de bord analytique ce flux de données et ne pas forcément le stocker, mais on pourra aussi le stocker, donc comme on l'a dit, dans dans un lac de données ou dans des mégadonnées pour ensuite éventuellement donc le restituer si besoin est. Et la partie time series data, donc pour capturer des séquences de données de type par exemple IoT. Donc des cas d'usage, donc l'accès aux données, l'intégration des données, la qualité des données, donc typiquement pour une approche de type SAP HANA en tant qu'entrepôt de données. Donc on va restituer donc soit des données structurées de nos différents systèmes, des différents silos que j'évoquais au tout début, ou alors des données non structurées, donc d'un lac de données, ou des flux de données qui pourraient revenir de l'IoT. En fait, aussi, ça pourrait être des fichiers tout simplement. Vous allez pouvoir, avec toute la partie ETL, qualité de données, diffusion, donc l'intégrer dans la plateforme SAP HANA. Et ensuite, une fois qu'elle est stockée dans cette plateforme en mémoire, on va pouvoir la restituer avec toutes les applications de type analytique. Et donc, c'est un bon moment aussi pour profiter de s'assurer de l'exactitude des données qui sont chargées en fait dans cette plateforme in-memory. Donc, pour faire de la qualité de données, de la consolidation de nos données. Donc, si on a typiquement des silos, donc c'est vraiment un bon moment où repenser en quelque sorte son architecture, mais aussi repenser les données. Et on verra qu'on a aussi des possibilités donc de solutions de type pour stocker les métadonnées, pour repenser vraiment cette architecture. Une autre approche, c'est donc, comme je le disais, de faire un stockage hiérarchisé de nos données. Donc peut-être que si on stocke l'ensemble des données, donc on peut imaginer qu'on a des téraoctets de données, mais on ne va pas forcément stocker, c'est un coût, l'ensemble de toutes nos données en mémoire. Donc c'est là en fait où on va avoir des données éventuellement transactionnelles, donc des données on va dire plus récentes qui ont une véritable valeur analytique. Et donc on va aller sur cette approche, donc base de données transactionnelle analytique hybride. Mais on va choisir aussi éventuellement de conserver, peut-être de déporter des données dans un entrepôt de données un petit peu plus traditionnel. Et donc à partir de là, on va avoir des flux de données, donc que ce soit dans un environnement SAP, donc avec éventuellement un SAP BW, SAP BW on HANA, SAP BW for HANA, ou
n'importe quel type d'entrepôt de données, un entrepôt de données qu'il soit SAP ou autre, et on va avoir donc la capacité donc, de charger ces données dans ces systèmes et éventuellement donc de pousser certaines de ces données dans SAP HANA, dans notre plateforme. Donc on va avoir cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure de données chaudes, tièdes, froides dans l'entrepôt de données. Et bien entendu, étant donné que ça a un coût, on va mettre les données les plus importantes donc en mémoire et déporter donc sur disque ou dans nos systèmes des données plus tièdes ou froides éventuellement dans la partie mégadonnées ou lac de données. Il faut savoir qu'on a ici présenté sur la slide donc des solutions typiquement SAP de type SAP IQ qui provient donc du rachat de Sybase qui nous permet donc de stocker sur disque de manière extrêmement performante nos données, qui peut être une bonne solution d'un entrepôt de données sur disque, mais aussi donc SAP Data Hub qui est un orchestrateur qui va nous permettre de réconcilier en fait nos données d'entreprise avec des données qui pourraient résider dans le big data, donc dans les mégadonnées, dans un lac de données. Et on constate souvent dans les projets big data, c'est extrêmement difficile de faire communiquer ces deux environnements. Et donc Data Hub est vraiment un orchestrateur qui va nous permettre de gérer des flux de données entre le lac de données et les données d'entreprise. Donc pour un petit peu décrire ce que c'est que cette hiérarchisation des données, en anglais, on ce qu'on appelle le data tiering. Donc c'est la gestion, la hiérarchisation, la classification des données par température. C'est-à-dire que suivant les différents niveaux de besoins qu'on va avoir vis-à-vis de ces données, on stockera donc les données soit dans la partie chaude, donc en mémoire, donc c'est vraiment pour l'analyse, on va dire les analytics en temps réel, les données les plus importantes, celles qui ont véritablement une valeur ajoutée et dont on a besoin, un besoin impérieux aujourd'hui, par exemple. Donc on va par exemple stocker les données de cette année ou des années précédentes. On va avoir aussi un stockage tiède, donc avec un stockage éventuellement interne, donc un stockage à moindre coût, donc éventuellement sur du disque. On verra aussi ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Et enfin, le stockage froid, donc avec un stockage qui peut être externe, donc soit dans une base déportée, donc j'ai parlé tout à l'heure de SAP IQ ou toute autre base que vous souhaiteriez utiliser, ou éventuellement des données qui vont être stockées sur disque donc externes, donc sur des mégadonnées de type Hadoop et un lac de données. Donc il faut bien comprendre que ces données sont toujours disponibles, mais cela aura un coût. Et donc en termes de performance, si on est sur un stockage interne sur disque, les données seront moins performantes qu'en mémoire. Et bien entendu, si on est sur des données froides, avec un stockage externe, les données seront encore moins accessibles en termes de performance et de temps de réponse. Donc, quand on met en place cette solution donc, de data tiering, on va voir aussi qu'on a deux approches possibles. Donc, soit, et j'ai parlé tout à l'heure de stockage interne, on va avoir les données en mémoire, mais on peut aussi avoir donc directement sur la plateforme SAP HANA ce qui s'appelle un Extended Store, donc un stockage étendu en interne sur la plateforme. Donc c'est vraiment un stockage disque. Et donc ça veut dire qu'on va imaginer qu'on va stocker 1 Tera par exemple en mémoire et on va mettre 10 Tera sur disque, mais directement dans la plateforme SAP HANA. Donc il faut bien comprendre que les données sont sur disque, mais elles restent quand même sur la machine. Et donc ça veut dire qu'on va avoir la capacité d'y accéder quand même beaucoup plus rapidement que si c'était sur un système extérieur. Donc il y a vraiment une optimisation en termes de performance. Et comme on le voit sur l'image, on peut stocker donc une table entièrement en mémoire ou une table entièrement sur la partie disque. Mais il y a aussi la capacité donc de faire des tables qui vont être multi-store. Et donc on peut imaginer une partition en mémoire ou plusieurs partitions en mémoire et une partition qui sera stockée sur disque. Et ça, entre guillemets, de manière dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, à partir de, quand mes données ont plus de 3 ans, je veux qu'elles soient stockées sur le stockage étendu, donc sur disque. Et donc on va faire tourner donc, des batchs qui vont nous permettre éventuellement donc, de stocker la donnée automatiquement sur disque et de garder uniquement que la partie chaude en mémoire. Donc ici on voit la notion de SAP HANA Extension Node. Donc en fait, juste pour expliquer, quand on installe une lame HANA, quand on installe une blade HANA, il y a des contraintes, des exigences entre la CPU et la RAM qui, pour le stockage, en tout cas pour l'utilisation des données en mémoire,
qui va faire que il y a une partie de la mémoire qui est utilisée donc véritablement pour stocker les données et une partie de la mémoire qui en fait sert de zone de calcul, d'espace de travail où on stocke ici les données pour les agrégations, les index, et on va faire tous ces calculs dans cette partie de la mémoire-là. D'accord ? Et donc, d'une manière générale, quand on fait un sizing ANA, on va donc prendre en compte ces contraintes CPU RAM et on va vous donner en fait une architecture qui va correspondre à cette répartition. Par contre, donc, ce qu'il est possible de faire, c'est donc de mettre en place des nœuds d'extension ANA, donc ça reste une lame ANA, mais il n'y a plus ces contraintes RAM CPU, et qui va vous permettre donc de faire de la gestion des données, donc à chaud. Et donc par exemple dans la slide que nous voyons ici, vous allez avoir un master par exemple avec 2 terabits de données, 2 Tera de RAM, et donc on ne pourra stocker que 1 Tera de données. D'accord ? Donc pour ça, il ne faut pas s'inquiéter, encore une fois, il y a une compression qui va être faite au niveau des données natives, donc vous allez quand même pouvoir stocker énormément de données, et de toute façon le sizing qui sera fourni par SAP correspondra au sizing de besoin de données que vous avez, mais aussi d'extension des données, c'est-à-dire si on a pris en compte un sizing de 2 Tera, c'est parce qu'en fait on a considéré que cela correspondrait à votre besoin en termes de données, mais aussi à vos besoins futurs d'expansion de données. Et donc ce nœud d'extension, n'ayant pas les mêmes contraintes, les mêmes exigences RAM, CPU, lui, au lieu d'avoir juste 1 Tera de données, pourra avoir donc soit 2 Tera de données, mais en fait suivant le partenaire en termes de hardware que vous choisirez, certains peuvent les configurer de telle manière à stocker plus que 2 Tera de données en mémoire. Et donc on peut avoir des partenaires qui proposent 2.5, 3, 3.5, même jusqu'à 4 Tera. Donc, pour terminer, j'ai parlé aussi de la partie applicative. Donc, on voit qu'on a des services applicatifs qui sont disponibles avec donc un web server qui est disponible et qui va nous permettre donc d'exécuter du JavaScript, du Node.js, du Java. Éventuellement, on va pouvoir aussi exécuter tout type d'applicatifs, les encapsuler directement dans cette partie donc XSA, donc le serveur XS Advanced. Et ensuite, on a au-dessus, comme on le voit sur l'image ici, la partie donc modélisation. Donc, soit une partie modélisation donc, disponible sur le poste des utilisateurs avec SAP HANA Studio pour modéliser les données, mais aussi développer des applications. La partie SAP Web IDE, donc là pour un développement en ligne via le navigateur, et éventuellement vos propres outils qui se connecteront à SAP HANA. Et il faut savoir que pour la partie applicative, on a aussi la capacité de faire du contrôle de version via du GitHub. Donc, juste pour... je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces solutions. Donc, on a vraiment une approche déploiement et création d'applications, éventuellement d'applications analytiques, avec une partie conception, développement, déploiement et exécution. Donc la partie conception, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans les informations des métadonnées. Donc on va pouvoir vraiment, avant même de commencer à charger les données avec par exemple SAP Enterprise Architecture Designer, créer les métadonnées, les structures d'étapes qu'on va vouloir mettre en place, éventuellement mettre les flux de données, les modéliser avant même de commencer à charger les données. La partie développement, donc c'est la partie modélisation, donc avec SAP Web IDE pour HANA. Donc c'est vraiment une perspective qui va nous permettre donc de créer nos modèles, nos vues sur nos données. Une partie déploiement, donc avec la gestion des applicatifs, donc pour vraiment les décommissionner, les mettre en prod, etc. Et une partie exécution avec Data Warehouse Foundation que je vais expliquer dans un instant. Sur la partie développement, on a donc cette solution Web IDE pour SAP HANA qui se fait depuis un navigateur web. C'est une application qui est comprise dans ce fameux XS Advanced Web Server. Et donc, on a toutes les perspectives de déploiement qui sont disponibles pour ceux qui connaissent dans la partie studio. On va être capable donc, de créer des vues de calcul, des agrégations, etc. Mais on va aussi être capable donc, de créer des flux de données et ensuite les chaîner pour faire donc, des tasks qui vont chaîner tous ces flux de données. Donc, on va aussi être capable non seulement de modéliser les données, mais de créer donc, les applicatifs. Donc, que ce soit avec une approche ergonomique SAP,
avec le SAP UI5 de Fiori ou des applications qui seraient les vôtres avec votre propre solution. Et aussi de développer des applications de type multilangue avec toujours, encore une fois, le versionning qui est possible depuis Git. Sur la partie donc gestion de la donnée, donc c'est l'exécution, il y a donc le Data Warehousing Foundation qui nous permet donc de planifier en fait comment nos données vont vivre. Donc c'est-à-dire c'est tout ce que j'ai expliqué sur la partie température des données. Est-ce que je vais copier mes données vers mon stockage tiède, qui est un disque par exemple sur SAP IQ, ou les pousser vers le lac de données. Et donc tout ça va se faire avec donc, le scheduler. On pourra ensuite voir quelle est la vie de nos données et comment est-ce qu'elles se comportent avec un monitoring qui est le Data Warehouse Monitor, et gérer pardon, les règles de ces données avec le Lifecycle Manager. Pardon. Donc voici des témoignages clients qui sont disponibles de type de clients qui avaient mis en place donc, SAP HANA. Donc chez Alliander, pour donc intégrer, regrouper des informations d'un type de réseau de capteurs avec des données métiers dans un entrepôt de données logique. Donc toutes les informations qui provenaient électriques ou gaz qui étaient ensuite poussées et modélisées avec le moteur graphique. Et aussi mise en place d'exécution d'algorithmes prédictifs pour déceler donc éventuellement des valeurs aberrantes, des problèmes à venir, donc de la maintenance prédictive. Et donc on voit que ça leur a permis un gain de rapidité sur les prévisions et des prévisions beaucoup plus pertinentes. Chez Asian Paint, ça leur a permis donc, de gérer de gros volumes de données et grâce à la classification dynamique, donc la hiérarchisation dynamique, le data tiering que j'ai évoqué, donc de stocker à la fois des données en mémoire mais aussi sur disque. Et donc ça leur a permis de traiter toutes leurs données sur tout particulièrement la partie stock pour obtenir des informations pertinentes et en temps réel. Donc il y a eu aussi une consolidation de leurs données qui leur a permis de réduire donc l'empreinte de leurs données de 60%. Ensuite, sur la partie médicale, donc le Centre national des tumeurs a utilisé aussi donc la partie SAP, la plateforme SAP HANA pour traiter des milieux de jeux de données, donc des données de texte non structurées, des dossiers médicaux, des données génétiques sur les tumeurs, dossiers des patients, les traitements qui ont été mis en place et les résultats. Et donc à partir de tout cela, ça leur a permis donc de créer aussi une solution de type machine learning avec de l'intelligence artificielle pour ensuite optimiser donc les essais cliniques suivant les patients, leurs analyses génétiques, les données génétiques, les types de tumeurs, etc. pour optimiser au mieux, entre guillemets, les résultats d'une chimiothérapie par exemple ou du traitement qu'on pourrait imposer. Ensuite, par exemple sur Munich RE, donc, il y a eu donc, une utilisation de SAP HANA pour créer des applications personnalisées qui traitent des informations de type données spatiales, satellites, météorologiques, directement avec donc l'analyse de ces images, pour anticiper donc les dommages potentiels de type catastrophe naturelle, classer les risques, afficher tout cela sur des cartes de manière dynamique, et donc réduire les risques pour les personnes et les populations qui seront concernées. Donc, j'espère que vous avez bien compris en fait tout ce qu'il était possible de faire avec cette plateforme. Donc, il faut savoir aussi que par rapport à Gartner ou Forrester, SAP est considéré vraiment comme un leader sur cette partie plateforme. Donc avec des solutions de type in-memory, donc c'est ce qu'ils ont appelé donc la plateforme hybride, à la fois transopérationnelle et analytique. Donc c'est pour ça qu'ils appellent le Translytical Data Platform. Toute la partie intégration avec les mégadonnées, donc le big data, la partie entrepôt de données, la virtualisation, la partie prédictive analytics, hein, donc analyse prédictive et machine learning, mais aussi sur les solutions d'intégration, chargement de données, qualité des données, gestion de nos données et la vie de nos données dans les systèmes. D'autre part, il y a plus de 21 000 clients qui ont choisi donc de positionner SAP HANA, donc la plateforme, pour utiliser leurs données, charger leurs données et effectuer leurs analytics sur la plateforme SAP HANA et s'appuyant sur tous les moteurs, les solutions, la partie applicative, la partie intégration de données pour mettre en place donc, et rendre leurs données intelligentes à partir donc, des différents silos existants pour ensuite les consolider sur la plateforme SAP HANA
avec cette partie data tiering pour éventuellement avoir différentes températures, mais aussi les restituer dans leurs analytics. Donc, j'ai terminé ici pour la partie webinar présentation. Donc, on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, je vais démuter, retirer donc le mute qui a été mis sur les participants et je vais prendre aussi les questions qui sont dans le chat.